Good afternoon again, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all to the second debate on democratic security here in the Council of Europe. It's the Directorate of Policy Planning that organizes this debate. I've been asked by the director, Matthias Gruden, to represent him here. He's not at the Council today. So welcome to you all. Dobry deň. We have the great pleasure to welcome today Mr. Alexei Venediktov, who is, as you no doubt know, the editor-in-chief of the influential radio station Echo Moskvy, the Echo of Moscow, who is today with us. Some of you will also have been here for the first debate on democratic security with Mr. Ismail Serageldin, who spoke about the question of diversity in our societies and the question of radicalization. So you see that we're looking here into the different aspects of the term democratic security, which is a very important keyword for the reflections going on in the Council of Europe. An important background to this discussion is the annual report by the Secretary General on the state of democracy, human rights, and the rule of law in Europe. For those who are interested, we have a number of copies over there, so after the meeting, please feel free to take copies. This is where we're looking into the need for democratic security in Europe and the components of democratic security, the rule of law, freedom of expression, respect for human rights, and other things. Today, we will be looking in particular in the issue of freedom of expression. The title of today's event is Free and Independent Media to Guarantee Freedom of Expression and Democratic Security in Europe. Mr. Venediktov, who will be speaking in French, will give the introduction, and then we will have time for discussion. We have simultaneous interpretation to English, so feel free to express yourselves later on in French or English. Thank you again for your indulgence. You see, we have so many people here that we had to move to a larger meeting room, and no doubt this was a good decision. So without further ado, I would like to give the floor to Mr. Venediktov and look forward to his introduction and later on the discussion. Thank you very much. Vous avez la parole, Monsieur Venediktov. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter. Je vais parler de la liberté d'expression comme un pilier de la démocratie. Pardonnez pour mon français qui n'est pas assez courant et excellent, un peu vulgaire, mais tout de même j'essaierai. Je diminuerai le temps de mon intervention parce que malheureusement nous avons perdu une quinzaine de minutes. Et pour que reste dans les débats, parce que ce sont les débats, je suis prêt à répondre à vos questions sur le thème de liberté d'expression et de la Russie, et de l'Ukraine, de Syrie, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais je dois dire que je ne représente pas ici la Fédération de la Russie. Je ne représente ici, je suis responsable, bien sûr, des politiques de mon pays, parce qu'ici, je suis le rédacteur en chef d'un radio privé, bien sûr, et je suis l'observateur de ces procès dans ce monde, dans ces procès qui, maintenant, et je vais parler de ça maintenant, se situe au centre de nos débats, parce qu'il y a beaucoup de changements maintenant dans le monde d'information, et vous connaissez très bien, je vois beaucoup de jeunes, vous vivrez dans un monde différent, dans le monde d'information, dans un monde plus ouvert que nous, et c'est ma première thèse, que nous sommes dans la révolution dans le monde d'information et dans le monde des médias. Pourquoi? Chacun de vous, je pense, j'espère, chacun de vous a les accounts dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que chacun de vous est proto-journaliste, parce que vous prenez les informations et vous faites
comme ça que tous vos amis peuvent lire les informations que vous divulguez. C'est-à-dire que vous êtes les journalistes. C'est-à-dire que maintenant, chaque personnalité peut voir n'importe quel auditeur. Par exemple, en Twitter, j'ai 500 000 d'amis. Et qui maintenant média? Écho de Moscou, moi, personnellement? Bien sûr que moi. 500 000 d'auditeurs, c'est quoi ça? Et si vous regardez vos amis dans Facebook ou Twitter ou je ne sais pas quoi, vous comprenez que c'est le monde, une nouvelle monde que nous avons raté, ou plutôt, pardonnez mon français, nous avons loupé, parce que c'est quoi maintenant média? C'est quoi maintenant le pilier de la démocratie? C'est l'anarchie? Ou c'est monopoliste? C'est quoi ça? Et voilà, c'est une question. Le monde est en révolution. C'est la révolution, sans doute. Et comment gérer cette révolution, les journalistes, comment doivent gérer cette révolution les journalistes professionnels? Quelle est la différence entre moi, Alexei Venediktov, avec account en Twitter, et moi, Alexei Venediktov, le chef de la radio populaire? Comment? Je vous dirai. Je suis responsable en tant que journaliste professionnel. Et cette information que fait Écho de Moscou est signée par la responsabilité et par la concurrence. Moi, comme personnalité, telle ou telle, je ne suis responsable parce que mon nick est 0032, je ne suis pas responsable. Disons comme ça. C'est-à-dire que si nous recevons l'information de sources responsables et irresponsables, nous devons choisir. Et maintenant, ce que ma thèse, que si la presse dans la société démocratique, un pilier de démocratie, parce que ce n'est pas la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression qui donne la parole. C'est la liberté de concurrence, où les idées concurrencent dans la presse. Maintenant, dans les réseaux sociaux, nous voyons une vague politique, je dirais ça, de la politique, je dirais encore irresponsable, et c'est un danger. D'une fois, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est un défi. C'est un défi pour la société. Comment apprécier? Comment régulariser? Faut-il régulariser? Faut-il faire quelque chose avec ça ou non? Il faut laisser passer, il faut laisser aller. Mais ce sont les concurrents de la presse normale. Je vous raconterai une histoire. Il y a 2 ans, sur le Twitter de l'agence Associated Press, il y aura une nouvelle. Il y a un attentat à Maison-Blanche. Obama est blessé. Obama est blessé. Le marché, dans 2 minutes, cette tweet, disons cette nouvelle qui a pris tous les médias, parce que c'est Associated Press, oui, est disparu. C'est quoi ça? Ce sont les hackers qui ont attaqué la Associated Press et ont mis cette information. Comment ils ont gagné? 2 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais c'est ça que toute la presse a pris, cette information. Voilà, c'est de la démocratie, c'est de quoi? C'est de la concurrence, c'est de quoi? Comment faire ça? Comment gérer ça? Voilà ce que c'est la révolution. La révolution, c'est le tumulte. Je dis danger, ce n'est pas le mot que je dois choisir, c'est un défi. Ce n'est pas la menace. Que faire avec ça? Et maintenant, je vais à la Russie parce que vous m'avez invité comme le rédacteur en chef de la radio russe. Chez nous, ce qui passe chez nous, d'un côté, nous avons que l'État veut régulariser, je ne dirais pas la censure, parce que je pense sincèrement que dans mon pays, le problème, ce n'est pas la censure, c'est autocensure. C'est ça le problème pour moi et pour mes journalistes. Moi, je pense sincèrement comme ça. Mais l'État veut régulariser. Elle veut régulariser la presse, disons, traditionnelle. Il veut régulariser l'Internet avec les sites d'information. Il veut régulariser les réseaux sociaux avec les instruments qu'on connaît bien. On vote les lois pendant que M. Poutine est le président, et nous pensons qu'il est le président pendant 15 ans, pas pendant 8, 15 ans, on a voté 47 amendements qui concernent la liberté d'expression. 47, dans les lois différentes.
Et tous 47 amendements qui étaient votés et signés par le président étaient répressifs envers la liberté d'expression. Si vous me demanderez, est-ce qu'il y a la liberté d'expression en Russie? Bien sûr, je suis là, vous voyez, je suis vivant ici. Et bien sûr, mais tout de même, si nous disons de tendance, l'État veut gérer tout le flot d'informations, premièrement par loi. Mais il y a une autre tendance avec l'Internet, vous connaissez. Même si on vote les lois sur l'Internet, c'est impossible, c'est débile, je dirais, avec ces amendements, ils ne fonctionnent pas, mais tout de même, on le vote. Il y a beaucoup, disons, des... c'est pas médias, disons. Il y a beaucoup de sites qui prétendent qu'ils sont les médias, et qui sont les médias dans le sens propre du mot. Par exemple, vous connaissez, il y a un journaliste russe célèbre, Oleg Kashin. Il a fait un site kashin.guru, et c'est bien sûr, c'est médias. C'est médias. Mais tout de même, cette tendance, maintenant, va à l'anarchie. On n'arrive pas à trouver les sites qui sont intéressants et valables. Parce que dans 1000 sites, 3 sont intéressants et valables. Que faire avec ça? Et c'est-à-dire que ces deux tendances tous les deux sont défis. Je pense que dans vos pays d'où vous venez, c'est la même chose, mais dans vos pays, tout de même, la presse est concurrentielle. La première chose qui n'existe pas en Russie, qu'il y a la concurrence dans le domaine des médias, parce qu'un petit radio comme nous, 2 ou 3 journaux avec le tirage de 30 000, 40 000 exemplaires, une toute petite chaîne de télévision comme Dost. Alors, et c'est tout. Tous les autres sont administrés, je dirais administrés, par l'administration présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Mais les tendances, je dis encore une fois, sont menaçantes dans le monde et dans la Russie. Et on voit ça. Qu'est-ce que faire avec ça? On ne sait pas. Et moi, je n'ai pas de réponse. Mais le premier pas qu'on doit faire, c'est le pas dire, oui, il y a un problème. Mais malheureusement, dans les États membres du Conseil de l'Europe, même, dans les États qui sont démocratiques, bien sûr, il y a une concurrence politique, il y a une concurrence culturelle, il y a une concurrence idéologique, oui, mais tout de même, on ne veut pas voir ces choses-là. On dit toujours, les journaux, les télévisions, c'est les médias, l'Internet, c'est quelque chose de trèche. C'est pas vrai. On ne veut pas voir les menaces, on ne veut pas voir les dangers, on ne veut pas voir les défis. Et c'est-à-dire que la presse, qui est je reviens à ma thèse numéro 1, un pilier de démocratie, maintenant peut être très dangereux. Je vous raconte encore une histoire. Il y a quelques années, 3 ou 4 années, vous connaissez, il y a les attentats dans le métro de Moscou. Il y avait 2 attentats, 2 bombes, et la presse, bien sûr, nous avons parlé de ça. Et en quelques moments, toute la presse, tous les radios, et mon radio aussi, on a commencé à dire qu'il y avait un 3e attentat. Le 3e bombe. Et tous les radios, toutes les télévisions disaient, il y a la 3e bombe. Alors bon, après, il y avait une rencontre dans 3 jours avec le directeur de FSB, de KGB, Alexandre Bortnikov. Il a dit au rédacteur-chef, vous êtes fou? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle 3e bombe? Je dois prendre une équipe, encore 3e équipe, et la mettre là, mais il y a encore attentat. C'est-à-dire que dans l'Internet, dans les réseaux sociaux, il y avait une information de sources différentes, une quarantaine en somme, c'était flash mob. C'était flash mob. Et quand vous travaillez dans le journalisme, vous voyez 40 sources différentes, vous les prenez. La situation était très négative. C'est-à-dire que les gens opérationnels doivent quitter la place des attentats et aller à la place où il n'est pas l'attentat. C'est-à-dire que ce ne sont pas des blagues, mais ça existe et on n'a pas trouvé ces gens-là qui ont diffusé cette information, a priori. Et nous avons discuté, un grand dispute avec le directeur, comment nous devons travailler pendant les attentats, etc., etc. Mais ces prétentions étaient vraies. Mais comment faire quand tous vos concurrents disent qu'il y a un 3e attentat? Et 2 piliers de démocratie, ce sera le pilier d'anarchie.
Et ça est impossible à gérer. Impossible. Il y a beaucoup de gens dans mon pays qui pensent que la liberté d'expression ne doit pas être, disons, humanitaire. Je vais expliquer. Entre l'intérêt d'État comme appareil d'État, comme l'équipe qui gère le pays, et entre l'intérêt des personnalités privées individuelles, il faut choisir l'intérêt d'État. Et je peux dire que les sondages nous donnent que 40%, autour de 40%, des Russes, des citoyens russes, pensent que la liberté d'expression ne doit pas être absolue. Je dirais absolue, ce n'est pas pour divulguer les cris de terroristes, etc., etc. Mais on choisit toujours. Et c'est un problème parce que, comme le journaliste professionnel, je dois dire que je dois dire presque tout, ou presque tout. Il y a bien sûr les stricts, très peu d'histoire. Par exemple, quand on prend les otages, il y a un protocole chez nous, chez les rédacteurs en chef, nous avons signé. Ce n'est pas l'État, ce sont les rédacteurs en chef ont signé le protocole, qui si on prend les otages, on travaille avec les forces qui libèrent les otages. On ne donne pas la parole aux terroristes parce que c'est le marchandage toujours. Vous donnez 5 minutes et alors un des otages peut sortir. Vous donnez encore 5 minutes, etc., etc. Ça peut faire seulement l'officier qui sait comment ça fonctionne. Mais c'est seulement ça là qu'il y a la limitation. D'autres limitations, c'est les limitations par la loi et par les statuts de la rédaction. Et c'est tout. Et voilà, 40% des habitants de la Russie, ou disons que les sondages disent, qu'il faut faire beaucoup plus de limitations sur l'information. Et vous avez votre auditeur, vous avez vos écouteurs, vous avez vos téléspectateurs, ou vous avez vos lecteurs qui ne veulent pas l'information. Par exemple, nous avons fait un sondage. Est-ce qu'on peut donner l'information que notre avion, Aérobus sur Sinaï, a été attaqué par les terroristes si le tribunal ne dit pas ça? 37%, non, il faut attendre le jugement du tribunal. Ils sont contre que cette version est donnée par la presse. C'était le premier jour. Maintenant, nous connaissons que les forces spéciales des Américains, des Anglais, des Israéliens ont dit que c'est l'attentat. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous les journalistes? Notre auditeur ne veut pas. Encore une histoire. Quand j'étais, il y a 3 mois aux États-Unis, j'ai parlé avec les rédactions, les collègues qui n'ont pas soutenu la guerre en Irak en 2003. Ils m'ont raconté, quand ils ne sont pas soutenus cette opération du président Bush, ils ont perdu 15% d'auditeurs, les radios. 15%. Pourquoi? Ce ne sont pas les gens qui sont allés, ce ne sont pas les gens qui étaient pour la guerre. Non. C'était les gens qui ne voulaient pas entendre que leur pays fait la guerre qui n'est pas juste. Et je vous dis que quand la campagne d'Ukraine a commencé, Radio Écho de Moscou a perdu 12% d'auditeurs. Et nous avons étudié cette question, et c'est la même chose. L'auditeur qui a quitté mon radio, oui, elle ne veut pas entendre que quand il y a les invités, les ministres ukrainiens, par exemple, les opposants de Poutine, M. Navalny, M. Nemtsov qui était chez nous, il parlait de l'Ukraine comme ça, ils ne veulent pas entendre ça. Ils étaient pour la guerre ou contre la guerre, ils ne veulent pas, c'est inconfortable. Comment peut être le pilier de la démocratie et liberté d'expression si l'auditeur ne veut pas cette expression, ne veut pas cette liberté d'expression? Elle le juge inutile, elle ne juge, je ne veux pas dire le mot non patriotique, c'est
c'est pas vrai, mais inutile, disons, inutile, non effectif, voilà ce que je dirais. Et c'est toujours maintenant, autrefois c'était simple, on ne dit pas et ça n'existe pas, parce que c'est seulement la presse professionnelle qui était dans le jeu. Les journaux, la télévision, voilà. Mais maintenant, si vous ne parlez pas, ce sont les réseaux sociaux qui parlent. Et c'est-à-dire, vous avez une concurrence, vous avez une anarchie, vous avez une manipulation, vous avez une désinformation ensemble. L'information juste et la désinformation, contrôlée ou non contrôlée, c'est une autre question. Oui. Que faire avec ça? Voilà, c'est un défi pour la presse. Et c'est un défi pour la démocratie. Et c'est un défi pour la sécurité de la démocratie. Il faut comprendre qu'il y a un problème. On ne peut pas résoudre ce problème, bien sûr. Mais il faut discuter et faire un débat. Que faire avec ça? Comment vivre avec ça? Parce que pourquoi nous prenons l'information? Pour prendre les décisions dans notre vie. Vous connaissez très bien que l'information la plus demandée, c'est le temps. Le soleil ou la pluie, c'est l'information la plus demandée parce qu'il faut sortir, il faut prendre une parapluie, ne pas prendre une parapluie, etc., etc. Et dans chaque information, chacun cherche l'utilité. Ici, nous avons l'information, disons, erronée. Vous prenez les décisions incorrectes et erronées. Et qui est responsable? Nous. Et je comprends très bien qu'il y a une responsabilité pour ça. Je pense que le grand problème de la démocratie, sécurité et médias, ou liberté d'expression, c'est la vérification. Oui. On peut faire les fautes, bien sûr, et on fait les fautes, et on fera les fautes, bien sûr, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que le système doit réagir sur la faute. Comment il réagit? Ou il dit il n'y a pas de faute, ou il dit oui c'est faute, j'apprécie les fautes, et maintenant je peux faire, disons, une autre chose. Si nous formirons vos décisions, la presse, l'information, l'expression, il commence à former vos décisions dans la vie privée, dans la vie publique, dans la politique, oui. C'est-à-dire que le prix de notre faute augmente. Et maintenant, quand il y a beaucoup de sources d'information, je souligne la deuxième révolution informatique, avec médias traditionnels, avec les médias dans l'Internet, comme par exemple Huffington Post, voilà. Et troisième, réseaux sociaux, c'est divers. J'ai rencontré les leaders de Huffington Post en Amérique. Il a dit, nous avons trois rédactions différentes. Nous avons une rédaction de Huffington Post, nous avons la rédaction de vidéos Huffington Post, et nous avons la rédaction de réseaux sociaux Huffington Post. Ce sont les gens différents, avec les responsabilités différentes. Et que faire avec ça? Et quelle sera la troisième ou quatrième révolution? Comment prendre les décisions quand vous avez cette massif d'informations et ils ne sont pas concurrents, disons. Parce que si vous avez un journal qui écrit ça, Figaro par exemple, et puis vous avez 40 tweets qui est contre, vous lirez une seule information de Figaro et 40 tweets qui est contre. Votre décision, je dirais que ça est compréhensible. Elle sera erronée. Comment travailler avec ça? Nous sommes dans le plein tumulte et dans les pays comme la mienne, où le pouvoir se concentre sur le haut, où les institutions démocratiques ne fonctionnent pas correctement, ils ne concurrencent l'administration présidentielle où ils prennent les décisions, ni le Parlement, ni la justice, ni la presse, disons les télévisions, ne concurrencent pas de la même voie. C'est-à-dire que le prix de faute augmente. Comment, dans cette chose-là, on peut prendre les décisions? Nous voyons que dans les pays où les décisions sont prises par une seule personnalité ou par un seul centre, il y a beaucoup de fautes.
Et après, il faut les corriger. Mais comment? Il faut comprendre que c'est une faute. Et la presse, disons la presse dans le sens de presse, qui n'est pas libre, bien sûr. Alors, elle augmente le prix, j'ai dit déjà ça. Bon, voilà, c'est un problème. Bien sûr, on peut dire qu'il faut faire une concurrence avec, comme Montesquieu, avec les instituts différents. Oui, c'est vrai, il faut faire on peut dire ça, c'est banal. Je sais que j'ai dit les banalités, mais ce n'est pas suffisant au XXIe siècle. Ce n'est pas suffisant. C'est fini déjà. Il faut bien sûr avoir les branches, disons, du pouvoir différents, mais il faut regarder le quatrième pouvoir, le presse, plus attentivement. Plus attentivement. Parce que maintenant, la guerre, c'est toujours commence dans l'information. Il y avait les temps bénis, maintenant je pense que ce sont les temps bénis, pendant la guerre de Yougoslavie, quand on dit que l'attaque commence quand CNN vient et finit quand CNN part. Mais c'était un seul CNN qui venait, c'était une blague, bien une blague, mais tout de même on entendait une seule chaîne. CNN parlait de Le Monde, oui, et la guerre était comme là. Maintenant, on commence par l'information. Qui a fait cette attaque? C'est une attaque terroriste pendant au Sinaï. Ou qui a fait abattre Boeing en Ukraine? Si c'est l'armée ukrainienne, une histoire. Si c'est séparatiste ukrainienne, autre histoire. Si les forces russes, troisième histoire. Et peut-être ce sont les Américains martiens, c'est cinquième histoire. Mais c'est la guerre qui commence par ces choses-là. Par ces choses-là, ça commence la guerre. Et on n'attend pas la fin d'investigation, on fait des versions et on commence la guerre. Voilà cette situation avec l'information. Voilà comme la presse qui reste, bien sûr, comment faut-il dire, je demande pardon de représentants du Parlement, mais tout de même la presse, c'est le garant. C'est le garant, c'est pas le gouvernement. Mais c'est la presse qui est, la presse libre bien sûr, et concurrente, qui est garant de la liberté et qui est garant de la sécurité de la démocratie, maintenant est en plein désarroi, même s'ils ne veulent pas dire. C'est moi qui dis ça, parce que je suis responsable. Mais il faut comprendre que c'est une situation objective et dans 2, 3, 4, 5 ans, nous vivrons dans un autre monde où il n'y aura pas la division entre la presse traditionnelle et intraditionnelle, entre la vie publique et la vie privée, même dans les personnes privées. Même pas seulement les députés, les présidents, même les personnes privées finiront avec leur vie privée. Et comment vivre avec ça et quels sont les dangers des conflits globaux? Dans cette situation, les conflits globaux, le danger des conflits globaux commence à augmenter. Je peux vous dire que, ce n'est pas le secret d'État, mais tout de même c'est le secret, qu'avant que Boeing ait été abattu à l'Ukraine, c'était avant, il y a 10 jours avant, pardonnez mon français, il y avait les pourparlers, pas secrets, mais les pourparlers entre les séparatistes, qui sont soutenus par mon gouvernement bien sûr, et avec l'administration du président Poroshenko. Ce sont les premiers contacts encore là, mais on a commencé de parler. Et boum, Boeing est abattu, tout est fini. Et la guerre continue. Un accident, un incident, et comment la presse a acharné, la presse russe qui a écrit que le Boeing était abattu par l'armée ukrainienne. Mais je dois souligner que le président Poutine jamais n'a pas dit que c'est l'armée ukrainienne qui a abattu Boeing. Je dois dire, entre guillemets, entre virgules plutôt. Jamais. Mais toutes les télévisions russes ont dit que c'est l'armée ukrainienne. Et la presse ukrainienne a dit que ce sont l'équipage russe, les soldats russes, qui ont abattu ce Boeing pour faire provoquer ça. Et les batailles ont commencé à être acharnées. Mais c'est nous qui sommes responsables sur ces choses-là. C'est nous, les journalistes, qui sont responsables. Même pas, on peut dire que c'est ces gens qui ont abattu Boeing, bien sûr que oui.
mais que les batailles ont recommencé, que les pourparlers, c'est pas pourparler. Ici, il y a les personnes qui font écrire les télégrammes à Moscou, à Kiev, les mots pourparler, ce n'est pas vrai. Je dis que les contacts ont été rompus parce que c'est la guerre. On a abattu une Boeing et c'est la presse qui est responsable. Voilà ce que nous attend. Bien sûr, c'est un peu simplifié, un peu apocalyptique, mais je dois dire que je suis heureux que peut-être je ne verrai ça. Mais malheureusement, mon fils vivra dans le monde dans lequel vous aussi vivrez. Et voilà pourquoi j'observe et je propose les débats sur ces questions-là. Merci beaucoup.